Étendons les bras, soyons l'homme de Vitruve, en son carré. Soyons même l'homme invisible de Vitruve. Voyons comme les diagonales du carré se croisent à angle droit au niveau du deuxième chakra, le centre énergétique des émotions, de la sexualité et de l'estime de soi. Ce chakra sacré est déterminant dans les relations avec les autres, le partage, les plaisirs, les désirs, la procréation, la vitalité, la joie de vivre, la relation à l'argent, et il est la porte d'entrée de l'énergie Kundalini, qui s'élève comme un serpent avant de s'élancer verticalement. Le centre du cercle de l'homme invisible de Vitruve correspond au troisième chakra du cœur et du plexus solaire, centre de la connaissance et de la conscience en symbiose. Et tout en haut, au niveau du septième chakra, la tête de l'homme est entourée d'un halo de lumière, une aura, disent les religieux monothéistes. Cette chaîne de lumière traverse ainsi un carré, un cercle et un rayonnement indéterminé de lumière, trois niveaux de connaissance et d'énergie que l'homme de Vitruve doit faire coexister harmonieusement pour en jouir littéralement, pour en goûter la substantifique moelle, comme dit François Rabelais, génie français de la Renaissance, dans son livre Gargantua. Car pour aimer la vie, il faut commencer par la goûter par soi-même, en soi-même. Savourer les sensations qu'elle procure quand l'être fait résonner en soi-même comme un carillon de vibrations ces trois niveaux de vie, matériel, mental et spirituel, symbolisés par ce carré, ce cercle et ce halo de lumière. Les premiers à comprendre ces trois symboles, qui sont les clés du monde visible et invisible, furent les mathématiciens de tous les temps. Et ce qui les relie tous est la passion de la connaissance, la résolution d'équations par des calculs qui sont de véritables clés de vie matérielle et spirituelle. Les mathématiciens témoignent trop rarement de la joie intérieure qui les étreint dans leurs recherches. Si vous n'avez pas eu la joie de comprendre la démonstration d'un théorème, dit Alain Badiou dans son éloge des mathématiques, après vous être égaré, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'espace des maths. L'essence des maths est le cheminement de la pensée. L'usage que l'on peut faire en philosophie de la poésie ou de la musique n'oblige pas à devenir poète ou musicien. Vous ne pouvez pas pénétrer la nature profonde des maths sans être un peu mathématicien. Il s'agit d'expérimenter le rapport très particulier entre le chemin et la conclusion, entre l'obscurité et la lumière. Hélas, les maths sont devenus un opérateur ennuyeux de sélection sociale. Nous gaspillons un trésor de la pensée, un moyen d'accéder à une joie très grande et très pure. Cette joie n'est pas la même qu'en philosophie. En philosophie, la joie est indirecte. Nous sommes contents lorsque nous comprenons la raison de la joie. Nous sommes heureux de comprendre pourquoi il y a une joie mathématique. Je pense, pardonnez mon expression, que le philosophe est le maquereau des vérités. Le mathématicien, lui, touche à la vérité elle-même. Cette différence tient à ce que le mathématicien est foudroyé par ses rencontres avec les lois mathématiques qui régissent l'univers, a priori quand il en est l'inventeur, comme lors de la découverte d'un trésor. En regard des inventions des grands mathématiciens, qui s'apparentent à des créations, les philosophes ont des conceptions et semblent recréer en petit
ce que les mathématiciens créent en grand. Les philosophes appréhendent des vérités quand les mathématiciens se saisissent des vérités qu'ils découvrent, cristallisées sous forme d'équations mathématiques. En fait, les philosophes et les mathématiciens se complètent dans ces processus de recherche et de découverte de vérités semblables à des systèmes électriques, où l'esprit philosophique initialise, met sous tension des courants de connaissances et les condense en les stockant en mémoire. Quand, pendant ce temps-là, l'esprit mathématique fait des étincelles en reliant ses connaissances dans des équations mathématiques qui déclenchent des prises de conscience. Le plaisir de faire des étincelles qui se répand en bonnes ondes concentriques autour du cercle vert central de l'homme invisible de Vitruve n'est pas réservé au génie des mathématiques, puisqu'il est vécu par les hommes et les femmes dès la naissance, et même avant, quand le corps qui pense en permanence effectue en soi-même des analyses physiques et chimiques pour préserver sa santé et maintenir son équilibre. Car le corps est un laboratoire ambulant qui cherche en permanence à rectifier ses propres déséquilibres physico-chimiques. Un travail qui exige du corps d'avoir l'esprit mathématique, de savoir poser des questions sous forme d'équations à résoudre. Oui, l'être pensant est un calculateur prodige qui s'ignore, intégrant sans cesse la myriade de petites variations constellant son corps, pour en percevoir à la fois localement et globalement les équilibres et ou les déséquilibres, pour en saisir les dérives et les traduire sous forme d'équations mathématiques. Les mathématiciens les représentent par des courbes et des tangentes qui sont des dérivations à ces courbes. Mais leurs calculs prennent du temps, alors que dans le corps, tout va beaucoup plus vite, puisque la dérive physique ressentie par le corps et le calcul de sa dérivée sont effectués au même instant. Prendre la tangente est l'expression populaire qui traduit le mieux cette volonté de l'être pensant de s'extraire d'un mouvement cyclique et bouclant sur soi-même, pour imprimer une direction nouvelle et un sens renouvelé à ce mouvement. Car tout est lié à tous les niveaux de l'être pensant. La dérivation est la variation la plus infime d'un composant d'une cellule du corps est susceptible d'induire d'autres variations à tous les niveaux du corps, jusqu'au plus subtil niveau de l'esprit. Et dans l'autre sens, la volonté la plus subtile de l'esprit pour entretenir ou modifier son équilibre agit en cascade sur tous les niveaux du corps, jusqu'au plus élémentaire de ses constituants. On peut même y prendre goût et y revenir par addiction, car dans l'instant immédiat où la tangente s'extrait de la courbe des pensées qui la font naître, la force de gravité semble disparaître. Et l'on se sent comme transporté, extrait soudain des pensées qui tournent en boucle sur elles-mêmes ou se courbent dans tous les sens en arcs de cercle infiniment variés. C'est au niveau de l'hypothalamus, la zone centrale du cerveau où se côtoient les glandes épiphyse et hypophyse, que l'être pensant centralise en permanence des informations sur l'état du corps, qu'il a pour fonction d'analyser mathématiquement. Ces calculs s'attachent d'abord à chaque information, comme le potier s'attache à chaque particule de terre en rotation sur son tour, qu'il marque par une croix et des angles droits dans sa mémoire. C'est le principe du repère orthonormé, découvert par Descartes au XVIIe siècle. Puis ces calculs globalisent des myriades d'informations grâce au calcul infinitésimal, découvert aussi au XVIIe siècle par Leibniz et Newton. Des opérations qui mesurent les changements physiques et chimiques du corps et déclenchent ou non des instructions pour les rectifier.
L'équilibre général du corps dépend en effet de la connaissance et de la mesure totale de ses composants élémentaires et résulte du calcul intégral des variations de ces éléments, effectué en permanence dans un organisme autonome et en mouvement, ce qui relève du prodige. Oui, les hommes et les femmes sont des êtres mathématiques prodigieux, mais la pensée monothéiste occidentale se bat contre cette idée et confisque aux hommes et aux femmes le pouvoir de se connaître soi-même physiquement et de s'élever par soi-même spirituellement. Car cette connaissance innée, une fois reconnue, réduit à néant le rôle des académies poussiéreuses et des rabbins, des prêtres et des imams, intermédiaires obligés entre les peuples monothéistes et Dieu. Il suffit pour s'en convaincre de se rapprocher de la nature et des opérations physico-chimiques effectuées en permanence par tous les êtres vivants qui confondent au même instant, dans la même opération, dans la même équation, ce qu'ils calculent et le résultat de leur calcul. Le sentiment d'une dérive du corps et le calcul de la dérivation qui lui correspond, qui dans le même temps pose un problème et lui trouve une solution. Calculer, c'est trouver, pourrait-on dire, pour paraphraser Aimer, c'est agir de Victor Hugo. Ainsi, dans la théorie de la cognition de David Marr, les mécanismes de la vision sont des calculs inconscients. L'objet visualisé est calculé immédiatement et presque instinctivement, plutôt que inféré par des processus logiques conscients. Je visualise ce que je calcule immédiatement, de manière subconsciente, automatique, très rapide, non verbale et probabiliste, contrairement à mes visions domestiquées par des normes sociales et religieuses qui sont des processus conscients, séquentiels, lents, verbaux, logiques. Seuls les animaux et les plantes calculent et agissent instinctivement et peuvent intégrer et restituer l'énergie naturelle qui les parcourt. Une puissance toute naturelle, bien supérieure à celle des hommes, en raison de leur raison résonante, et encadrée, bouclant sur elle-même, et bridée par tous les dogmes idéologiques et religieux. Être puissant, c'est être plein de soi, ni plus ni moins, une plénitude divinisée par les anciens Égyptiens, qui transparaissent sous les traits d'animaux, de végétaux et dans tous les éléments naturels. C'est à la redécouverte de cette puissance intégrale de soi-même qu'ils sont conviés en contemplant dans leur temple les sculptures de plantes en efflorescence et les animaux en mouvement. Si dans le panthéon égyptien, tel ou tel animal est choisi pour être l'emblème d'une force à l'œuvre dans l'univers, c'est d'abord parce qu'elle se déploie en lui, sans retenue, dans les seules limites de son espace vital et dans le temps de son existence. Tout animal, quel qu'il soit, est tout de suite plein de soi-même et survit dans les éléments naturels en déployant intégralement sa force, révélant ainsi aux hommes et aux femmes la force intérieure à déployer pour survivre plein de soi-même, matériellement et au-delà de soi-même, spirituellement. Cette force absolue à l'œuvre partout dans la nature, à régénérer en soi-même par l'être humain, transparaît en Égypte sous les traits de dieux zoomorphes, comme Khnum, comme Sekhmet, comme Horus. Khnum à tête de bélier, Sekhmet à tête de lionne, Horus à tête de faucon. Cette force est symbolisée par le carré de l'homme invisible de Vitruve et ses diagonales, et par les jambes croisées de l'empereur du tarot Visconti Sforza et le chiffre 4 tracé par les jambes de l'empereur du tarot de Marseille. C'est pourquoi la présence de l'empereur dans un tirage du tarot est signe de force, de stabilité, d'autorité, de réalisation, d'énergie,
de solidité, de pouvoir, d'équilibre, de maturité. Il est surtout l'empereur de la force universelle de gravité. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, la gravité est la force intermédiaire entre la matière-énergie et l'espace-temps. Elle résulte de leur interaction et peut en retour agir sur eux et les modifier. Concrètement, plus le centre de gravité de la Terre du potier se rapproche de l'axe central du tour, plus le travail s'effectue avec légèreté, quelle que soit la masse de terre en rotation sur le tour. Le message de l'empereur est « Sois dans l'axe vertical de ta conscience, et tu agiras en force et avec légèreté sur toi-même et dans le monde. » Le carré de l'homme de Vitruve, invisible, est aussi le carré des temples égyptiens. L'unité de mesure de la vie préparant la survie en toute conscience. Ce carré saute aux yeux dans l'architecture des temples où une cour carrée précède par divisions successives d'autres formes carrées et rectangulaires. Le pronaos, le naos et le Saint des Saints en particulier à Der el-Bahari dans le temple de la reine Hatshepsut. La géométrie sacrée, qui est l'art de bien tracer pour bien être, est une autre mathématique, plus visible et sensible, qui fit les délices des bâtisseurs de cathédrales en Occident. Visualiser le tracé d'un cercle ou d'un carré dans le temple secret de l'imaginaire peut devenir un acte magique quand il revivifie en soi-même des forces cachées sous le vernis des formes. Les bâtisseurs invitent ainsi les pèlerins à parcourir du regard les colonnes et les voûtes de leurs édifices pour ressentir les forces qui les parcourent et en recueillir l'énergie. Leur premier message est « Sois chez toi », bien avant le traditionnel « Bienvenue dans la demeure de Dieu ». Leurs cathédrales sont des recueils d'énergie qui se concentrent et se cachent dans la crypte, sous la croix du transept où se rassemblent les pèlerins en quête de bien-être matériel et spirituel. Les tracés des temples et des cathédrales respectent les lois aussi physiques que spirituelles, et les pèlerins qui s'y recueillent pour qu'agissent en eux-mêmes les forces qu'ils canalisent. Se recueillir, c'est être en osmose avec les forces déjà présentes dans le temple. Et circuler dans le temple, c'est mettre en mouvement en soi-même des forces sous l'influence des forces à l'œuvre dans l'édifice. C'est tout le sens des labyrinthes tracés, comme à Chartres, sur le sol de la cathédrale et retracés mentalement en eux-mêmes par les fidèles qui les parcourent. Quand dans ce labyrinthe, je trace un carré, un cercle, et dans ce cercle tout un labyrinthe de cercles concentriques et de passages à angle droit, pour passer de l'un à l'autre, je me rectifie, et à l'avenir je repasserai toujours par là, pour éviter les impasses et de perdre du temps en faisant demi-tour pour retrouver mon chemin. Autrement dit, au croisé des chemins à venir de ma vie, je saurai immédiatement quelle voie choisir et quelle voie refuser. Je retrouverai en moi-même le calculateur prodige à qui faire appel par des questions auxquelles il répondra dans l'instant. C'est ensuite que je rechercherai la cause de mon questionnement, car pour savoir où je vais, je dois savoir d'où je viens. Cette recherche des causes ne cessera qu'une fois arrivé au centre de mon labyrinthe, où j'aurai une vision panoramique à 360 degrés, embrassant à la fois et en même temps le passé, le présent et l'avenir. Les mathématiciens sont les grands déchiffreurs des lois qui dirigent l'univers
et détermine nos choix de vie essentiels. En Occident, on appelle intuition les réponses géniales aux questions posées par les grands mathématiciens, à leur calculateur prodige intérieur, consciemment ou non. Et ce n'est qu'une fois les réponses intuitives reçues qu'ils reconstituent sous forme de longues équations leurs intuitions. J'ai su que c'était cela, dit Einstein en trouvant sa théorie de la relativité alors qu'il jouait une sonate de Bach. Il lui restait à en faire la démonstration rationnelle. Question de physique mathématique et de méthode scientifique. Le devoir des calculateurs que nous sommes, qui s'ignorent et même se renient le plus souvent, est de recueillir les équations des grands mathématiciens comme des biens précieux, pour les intégrer autant que possible à notre vie en pleine conscience. C'est ce que réalise le potier tourneur quand il redécouvre les forces qu'il manipule et ses gestes techniques transcrits sous forme d'équations mathématiques. Ce qu'il ressent physiquement au cours du tournage en se confrontant à la masse et à la vitesse du tour pour fabriquer par exemple une forme cylindrique, se concentre dans deux équations mathématiques. La première multiplie entre elles la masse de la Terre et le rayon du cylindre multiplié par lui-même, le rayon R qui donne R puissance 2, et calcule ainsi les moments d'inertie du travail attaché au plan horizontal du tour. La seconde équation multiplie la somme de tous les moments d'inertie par la vitesse de rotation du tour et calcule le moment cinétique qui bondit dans l'axe central du tour. Les mathématiciens transcrivent ainsi en quelques équations les calculs effectués par le potier en lui-même au cours du tournage. Ce qu'il ressent d'une manière diffuse et qui le détermine à faire tel ou tel geste est le résultat de ses calculs subconscients. Mais ce que ne ressentent pas les mathématiciens, contrairement au potier tourneur, est le passage exaltant du moment d'inertie sur le plan horizontal au moment cinétique dans l'axe vertical du tour. Un moment plein de légèreté, où la Terre quitte son inertie et s'abandonne au potier, comme lui-même se livre à son travail en canalisant les énergies physiques et spirituelles qui le parcourent. Chacun de ces gestes remplit une fonction qui le relie à sa création, comme les fonctions mathématiques relient tout à tout dans la nature. Les mathématiciens traduisent ces liens de toute nature par des graphiques et toutes sortes de courbes qui stimulent l'imaginaire. On peut même rêver d'une fonction née de pensées qui prête à sourire. La fonction tangente, qui dessine des courbes très proches de la ligne d'un sourire, celui de la Joconde en particulier. L'art et la science se confondent chez Léonard de Vinci. Il dit « Aucune recherche ne peut s'appeler véritablement scientifique si elle n'est soumise aux démonstrations mathématiques dans ses carnets. Tout peut devenir déterminant dans la vie. Chaque instant devenir un carrefour vital où des choix essentiels sont effectués. Et sourire dans ces moments est tout un art. L'art d'être grave sans se prendre au sérieux, l'art de faire avec le sourire des choix déterminants dans la vie. De la même manière, les mathématiciens ont l'art de conjuguer entre elles les équations de plusieurs inconnus pour déterminer leur valeur, comme le potier tourneur conjugue entre elles plusieurs données, comme les pressions de ses doigts en différents endroits de la Terre en rotation pour lui imprimer une forme déterminée. D'une manière générale, le savoir est la somme intégrale d'innombrables gestes techniques rectifiés pour se perfectionner, et donc de petites variations commandées par l'esprit.
Et l'esprit, en retour, se nourrit en des innombrables ordres rectifiants donnés aux mains pour transformer la matière. La somme intégrale des variations de forme de la matière est reliée indéfectiblement à l'intégrale des sommations de l'esprit, et leur émulation réciproque dynamise à la fois la connaissance de la matière et la conscience de l'esprit. À tel point que le symbole de la somme totale des petites variations delta génère un grand delta majuscule de lettres grecques, symbole du commandement exercé par l'intégrale de toutes les pensées spirituelles sur la matière, devenu le symbole du Dieu unique des religions monothéistes, le delta trônant à l'Orient des temples en Occident. Soyons comme Leibniz, qui était à la fois philosophe et mathématicien, et reliait sans cesse en lui ses propres conceptions philosophiques et ses créations mathématiques, ses connaissances et sa conscience. Que nos pensées, en leur multitude, illustrent notre pensée en son unité intégrale. Que nos conceptions philosophiques et nos pensées mathématiques se nourrissent et se renforcent mutuellement. Car c'est le destin de nos deux cerveaux, le gauche logique et le droit intuitif, de croiser leurs fonctions pour que naisse de ce croisement un troisième terme qui relève des deux prochaines lames du tarot, le pape et l'amoureux. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'Âme des Étoiles à l'adresse qui s'affiche. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.